Allez, on va passer au débat de ce club. On va évidemment continuer à parler des collectivités, mais on va parler des cantines scolaires. Et j'accueille du coup pour ce club Najat Bellassem. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de la FCPE, c'est la Fédération syndicat des parents d'élèves. On va parler des cantines scolaires puisque l'inflation fait augmenter bien évidemment le coût des repas et donc les frais pour les collectivités. Comment éviter l'impact sur votre porte-monnaie? Certaines communes trouvent des solutions, mais certains maires assument les hausses. On va voir tout ça pendant ce débat, mais d'abord les chiffres pour tout comprendre. Et ça, c'est avec vous, évidemment, Alex Poussard. En cette période de forte inflation, des collectivités locales ont décidé d'augmenter le prix des cantines scolaires. Et oui, Oriane, on peut dire que déjà la moitié des communes augmentent le prix de la cantine scolaire en cette rentrée, une hausse qui est évaluée entre 5 et 10% par l'Association des maires de France, alors que le syndicat de la restauration collective qui fournit les repas dans les écoles, eh bien, lui demande une hausse de 7% pour faire face à la hausse des prix. Alors, qu'est-ce qui justifie la hausse du prix du ticket de cantine scolaire? Eh bien, l'augmentation du coût des produits alimentaires, de l'énergie et également de la rémunération des personnels dans les cantines, puisque eh bien, le gouvernement a décidé l'augmentation du point d'indice de 3,5% pour les fonctionnaires, et donc les collectivités locales doivent appliquer cette augmentation. Par ailleurs, notez que certaines grandes villes ont décidé d'assumer cette hausse des coûts et donc de ne pas la répercuter sur les familles. C'est le cas à Paris, à Lyon, à Marseille, à Versailles, à Toulouse ou encore à Bordeaux, mais bien sûr, tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors, quelles sont les solutions pour éviter que le prix du ticket de cantine soit trop élevé pour les familles et en même temps sans ruiner les collectivités? Eh bien, première solution, faire de la tarification sociale, c'est-à-dire répercuter cette hausse du coût de la cantine, mais seulement sur les familles qui en ont les moyens. Par exemple, à Lille, 45% des familles seront exemptées de cette hausse du coût de la cantine. D'autres solutions sont mises en place dans certaines communes, comme le développement des repas végétariens qui coûtent 2 fois moins cher que les repas avec viande ou poisson. C'est ce que fait par exemple la commune de Mouansartou dans les Alpes-Maritimes. Et puis une autre solution est envisagée, c'est de réduire le nombre d'éléments dans les menus, 3 au lieu de 4, par exemple enlever le fromage pour éviter un peu le gaspillage à la cantine sans diminuer la qualité nutritive du repas. Et comment réagissent les familles? Avant de vous entendre, évidemment, vous allez nous en parler. Eh bien, pas très bien. Selon un sondage IFOP réalisé le 27 juillet pour le syndicat national de la restauration collective, eh bien 42% des familles envisagent de supprimer certains repas pris à l'école par leurs enfants en cas de trop forte hausse des tarifs. 56% préfèrent des repas à des prix modérés avec moins de produits bio ou locaux. Et puis, 84% des parents sont favorables à ce que les quantités soient adaptées à chaque élève pour éviter le gaspillage. Globalement, selon son sondage, eh bien, 3/4 des parents sont inquiets par cette hausse des tarifs de cantine. Voilà, pour les chiffres, le débat est posé, on va en parler avec vous. Mais d'abord, un exemple, c'est l'heure de notre reportage à votre rencontre. Exemple d'une commune qui a trouvé une solution pour éviter que le prix augmente pour les parents. On va aller à Caudebec-les-Elbeuf, c'est en Normandie. 100 000 repas servis par an dans les écoles. Et pour limiter la hausse du budget et ne pas augmenter le prix du repas, la commune supprime chaque jour soit l'entrée, soit le fromage, soit le dessert. Une solution approuvée par les parents. On regarde. Dans cette cantine, il y a ce jour-là un grand absent au menu. Les entrées sont bien là, le plat principal aussi, comme le fromage, mais le dessert manque à l'appel. Parmi ces maternelles, seuls quelques-uns s'en sont rendus compte. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sage. Que ces enfants se rassurent, s'il n'y a pas de dessert, ce n'est pas une question de comportement, mais d'économie. Pour faire face à l'inflation, la mairie de Caudebec-les-Elbeuf, près de Rouen, a choisi d'enlever un élément du plateau repas chaque jour. On enlève soit l'entrée, soit le fromage, soit le dessert, alors jamais le même, pour avoir un équilibre en fait sur la semaine. On essaye d'avoir une proportion de produits laitiers, de fruits et des entrées consistantes ou non selon le plat qu'il y a au jour. Les portions imposées par la loi restent les mêmes, mais pour la mairie, la facture est bien différente. Avec l'augmentation du prix des matières premières et des énergies, le fournisseur local a dû augmenter ses tarifs de 7%. Pour Caudebec-les-Elbeuf, c'est 31 000 € de plus à payer chaque année, inenvisageable pour cette commune de 10 000 habitants. Avec la solution de l'élément en moins sur le plateau, le supplément passe de 31 000 € à 6 000 €, beaucoup plus raisonnable. La mairie peut absorber cette hausse et ne pas augmenter les tarifs de la cantine. Il reste fixé entre 60 centimes
et 3,60 € selon les revenus. Beaucoup d'élèves ne font qu'un seul repas équilibré à midi à la cantine. Raison de plus pour qu'ils viennent, raison de plus pour que ce soit de qualité équilibrée et raison de plus pour que le tarif de cantine, qui est assez modéré à Caudebec, reste modéré parce que si les tarifs deviennent trop chers, les parents ne mettront plus les enfants à la cantine et donc ça sera autant d'enfants qui n'auront pas ce repas équilibré tous les jours. À Caudebec-les-Elbeuf, 700 enfants sur les 900 scolarisés mangent à la cantine et le choix de la mairie est plutôt bien accueilli par les parents. Alors déjà qu'on ne s'en sort pas là en ce moment avec les courses, mais alors si on rajoute en plus le ticket repas qui augmente, ça va être un peu compliqué. Il y a des parents où ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que si pour que les enfants rentrent à la maison sans manger, reviennent à l'école sans manger, ça sert à rien. Vaut mieux garder le tarif et de toute façon la quantité et la qualité restent pareilles. Cela permettrait aussi de réduire le gaspillage. D'après la mairie, 14 tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque année dans les cantines de la commune. Najat Bellassem, c'est une bonne solution trouvée par la mairie de Caudebec-les-Elbeuf pour vous de supprimer soit l'entrée, soit le fromage, soit le dessert et du coup de conserver un prix constant pour les parents? Alors, conserver le prix constant, oui, c'est une bonne solution, forcément, pour les familles. Par contre, rogner sur le repas, c'est un problème pour nous, en fait, en termes éducatifs. Si vous voulez, là, on l'a vu dans le reportage, le petit garçon, il a l'impression qu'il est puni de dessert. Donc, forcément, il y aura un impact sur les enfants. Et pour nous, c'est pas une bonne chose. Psychologiquement, il faut préserver ce temps qui est un temps pour nous éducatif avant tout. C'est une question de santé publique. Bien manger, ça passe aussi par la cantine scolaire qui apprend aux enfants comment se nourrir et dans de bonnes conditions. Parce qu'on le sait, c'est un débat qui doit être au niveau santé, puisque les enfants à l'école apprennent beaucoup de choses. Et ce temps scolaire en fait partie. C'est vraiment un temps éducatif. Ouais, on va évidemment revenir sur tout ça. Jean-Baptiste, pour voir avec vous, est-ce que toutes les collectivités gèrent leur cantine de la même façon ? Non, pas du tout, puisqu'on a 60% des collectivités qui font appel à des prestataires extérieurs. On connaît certains noms comme Sodexo, par exemple, et 40% travaillent en régie, parfois avec des circuits courts, parfois avec un approvisionnement vraiment de proximité, ce qui permet parfois de réduire le choc de l'inflation. Donc les collectivités n'ont pas non plus la même tarification, c'est-à-dire qu'on voit par exemple une commune comme Fontenay-sous-Bois, commune communiste en région parisienne, pratiquer des prix de 0 à 6,13 €. Donc là, on a une tarification sociale extrêmement forte. Ailleurs, c'est beaucoup moins contrasté. Donc les hausses varient vraiment d'une collectivité à une autre. Mais ça veut dire une inégalité territoriale ? Oui, c'est le principe de la décentralisation, Oriane. Donc effectivement, on a une inégalité totale avec des mairies. Vous avez cité Marseille, qui maintient ses prix, mais en même temps qui augmente quand même sa taxe foncière de 14%. Ouais. Est-ce que toutes les communes sont touchées de la même manière par ces hausses de prix, ou est-ce que là aussi il y a des inégalités ? Il y a des inégalités qui sont dues à des inégalités face à la hausse des denrées, face à la hausse de l'énergie. On a vu des collectivités faire appel à des prestataires aussi extérieurs pour l'approvisionnement en électricité. C'est-à-dire que ces collectivités ne sont plus aux tarifs réglementés. C'est-à-dire que le prix de l'énergie augmente parfois jusqu'à 500%. Donc pour chauffer les repas, évidemment, ça augmente la facture qui devient extrêmement salée. Vous l'avez cité, Alexandre, il y a la question du point d'indice qui augmente de 3,5%. Certaines collectivités ajoutent un coup de pouce pour des agents qui ont quand même ces dernières années affronté le gel de leur rémunération. Donc on voit des prix qui varient dans leur augmentation très très fortement, de 0% à 25%. On a des hausses de 25% dans certaines villes, hélas, heureusement, excusez-moi, ouais. peu nombreuses. Najat Bellassem, vous les comprenez, ces difficultés des collectivités qui doivent jongler avec l'inflation et évidemment la hausse des prix de l'énergie, des denrées alimentaires, des personnels qui s'occupent des cantines, puisque ça aussi c'est à leur charge? Bien sûr, on les comprend tout à fait, parce qu'en plus, les collectivités, si vous voulez, n'ont pas en charge que la cantine scolaire. Ils ont en charge tout le pan du bâti scolaire, du temps périscolaire. Donc, on comprend que les budgets des collectivités prennent de plus en plus de place, le budget de l'école prend de plus en plus de place dans le budget des collectivités. Nous, ce qu'on demande à la FCPE, c'est très simple, c'est que l'État donne un coup de pouce justement sur cette question-là, parce que, comme je le disais au début, c'est une question éducative, mais c'est une question aussi de santé.
public. Et donc, si l'État ne met pas la main à la poche pour aider les collectivités en gestion de crise, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est en gestion de crise, on va arriver à des situations, je vous mets en parallèle la situation des piscines actuellement. Cette semaine, on a eu affaire à la fermeture de certaines piscines dues à l'inflation et justement à la hausse de l'énergie. Donc pour les parents, si vous voulez, ils ne vont pas pouvoir supporter cette hausse. Donc de toute façon, certaines collectivités vont devoir le répercuter soit sur un autre budget, soit sur les familles. Donc, au bout du bout, on en reviendra à la même chose. C'est-à-dire que les parents vont de plus en plus, et c'est le cas de l'enquête, les parents vont de plus en plus ne pas mettre leurs enfants sur ce temps de cantine scolaire. Et le risque, c'est justement qu'on se retrouve avec un poste qui devient de plus en plus important, y compris pour les collectivités, puisque quand les parents ne mettent pas leurs enfants, ne fréquentent pas les cantines scolaires, forcément, ça coûte plus cher aux collectivités aussi. Oui, ce sont des retours que vous avez, ça. Vous avez des parents qui vous disent « mais nous, on a été obligés d'enlever nos enfants de la cantine parce qu'on n'a plus les moyens de payer la cantine ». Oui, on a eu affaire à ça, notamment pendant la crise Covid, où les parents, en fait, par souci, si vous voulez, de gestion sanitaire, enfin de protection sanitaire de leurs enfants, ont retiré leurs enfants de la cantine. Et parce qu'en fait, les enfants n'avaient plus le temps de manger. Donc je pense que sur une question budgétaire, les familles, forcément, vont faire le choix aussi de trouver d'autres solutions alternatives, soit entre voisins, soit pour éviter justement de ponctionner un peu leur budget, parce que leur budget comprend le transport scolaire, comprend les fournitures scolaires, on en a beaucoup parlé, et un tas d'autres choses. Il ne faut pas oublier que les familles supportent aussi les tarifs du périscolaire, donc pour pouvoir donner accès aussi à des temps éducatifs hors temps scolaire, les familles se privent énormément. Avec là aussi des inégalités territoriales et sociales peut-être entre des parents qui pourront reprendre leurs enfants à midi et les faire déjeuner à la maison et ceux qui ne pourront pas. Oui, on est déjà sur ce schéma-là. On a une inégalité territoriale criante. Tout à l'heure, vous parliez des tarifs. Nous, on a constaté des tarifs par menu qui arrivaient jusqu'à 13, 15 euros. C'est énorme. Enfin, je prends l'exemple d'un adulte. Quand on va au restaurant, on est à peu près entre 15 et 20 euros, quelquefois le menu. Donc là, on parle de temps éducatif pour des enfants. C'est quand même assez impressionnant, les tarifs qu'on peut trouver. Oui, il y a un point qui est important, effectivement, c'est que le gouvernement, pour le moment, demande aux collectivités de gérer elles seules la charge de l'augmentation de ces prix. Est-ce que c'est aussi ça le nœud du problème, Jean-Baptiste ? Oui, alors le gouvernement a pratiqué le quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire, donc il veut pas ouvrir les vannes trop vite, mais effectivement la cantine scolaire ça coûte cher aux villes, aux départements, aux régions. En moyenne, c'est 9 à 10 euros par repas, et la charge finalement, enfin vous parliez des parents à juste titre, mais la charge est avant tout supportée par le contribuable, c'est-à-dire que sur ces 9 à 10 euros, la majeure partie est financée par le contribuable, pas par l'usager, pas par les parents. Et puis un petit ajout de la CAF. Donc de ce côté-là, les collectivités n'ont pas vraiment de grain à moudre. Les dotations ne vont pas augmenter. Les dépenses de fonctionnement vont sans doute d'une manière ou d'une autre être plafonnées. C'est ce qui était dans l'air cet été à l'Assemblée nationale. Donc elles risquent de tirer la langue durant les prochaines semaines. Ouais, vous demandez du coup une aide supplémentaire. On va parler évidemment de l'aide demandée par les collectivités, mais une aide supplémentaire du gouvernement pour les parents, comme il y a une allocation de rentrée par exemple. Est-ce qu'il pourrait y avoir une allocation cantine ? Ça peut être envisagé comme ça. Ça peut être aussi envisagé sous forme d'aide aux collectivités. Je veux dire, il y a des solutions. Donc pas forcément une aide directement aux parents ? Non, pas forcément une aide directement aux parents. Il faut juste que l'État prenne conscience que ce temps est un temps éducatif, que c'est une question de santé publique et qu'il faudra à un moment donné ne pallier, si vous voulez, à cette hausse des prix. Et les collectivités ne pourront pas tenir sinon. Là, on le sait déjà que ça va être renégocié début d'année, il me semble. Le syndicat avait annoncé déjà une renégociation début d'année. Nous, ce qu'on craint clairement, je vous dis encore une fois, c'est que la fréquentation de la cantine soit amoindrie et que les familles qui en ont le plus besoin ne puissent plus envoyer leurs enfants à la cantine. Et là, ça serait vraiment une catastrophe sociale, parce que c'est vraiment un temps, encore une fois, éducatif, et notamment pour les familles les plus précaires. Ouais. Et ça, c'est vrai. Et parce qu'il y a beaucoup de familles aussi où la cantine, c'est le seul repas finalement équilibré de la journée. Exactement. C'est parce qu'en fait, on a beaucoup d'enfants aussi qui... Je vous donne l'exemple. Par exemple, hier, c'était la rentrée. Une maman m'expliquait que sa fille est passée de la maternelle au CP et que la petite
s'est trouvé très fier de porter enfin son plateau, d'aller au self et de choisir ses aliments. C'est tout bête, hein, mais les enfants, c'est aussi ça. Les éduquer, c'est aussi ça, leur apprendre à bien manger et leur apprendre qu'ils deviennent adultes à ce moment-là. Et justement, Alex, parce que avant de vous faire réagir, Alex, un mot sur ce que vous disiez, parce que vous citiez tout à l'heure l'exemple de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes qui privilégie les repas végétariens, puisque la viande et le poisson, évidemment, c'est beaucoup plus cher. Ça, c'est une solution pour vous ou c'est pas une solution ? Ça peut être une solution. Nous, en termes écologiques, ça peut être une solution, tout à fait. Et justement, on parlait de la qualité du repas, alors du nombre d'éléments, est-ce qu'il faut enlever le fromage ou le dessert, mais il y a aussi, dans le premier quinquennat, cette loi Egalim du gouvernement qui impose, dans les établissements de restauration collective, 20% de produits bio, 50% de produits locaux. On lit dans la presse régionale que les élus locaux considèrent que ça aussi, c'est un coût qui est difficilement acceptable, supportable dans cette période, et dans certaines études, les parents sont prêts à rogner sur la nature de certains aliments. C'est pas grave si c'est pas forcément du bio, du moment que c'est à un prix acceptable pour les familles. Ouais. Oui, cette loi Egalim, ça a été un problème aussi pour les cantines scolaires ? Ça n'a pas été un problème. Nous, on a milité pour que ce soit mis en place. Mais la question, en fait, de fond, c'est de se dire, on a avancé sur la question des menus scolaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit régresser pour des questions financières ? C'est surtout ça, la question. Donc, l'État doit prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des avancées. Est-ce qu'on va rogner sur ces avancées pour des questions budgétaires ? C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, l'État doit trouver des solutions parce que ce n'est pas aux parents de trouver des solutions. Je pense que le lien entre l'État et les collectivités doit être beaucoup plus serré pour pouvoir discuter de ces questions-là, qui sont des enjeux, encore une fois, sociétaux, de santé. Alors, on a vu l'exemple de Caudebec, les Elbeuf en Normandie, où le maire a fait le choix de supprimer une des composantes d'un repas pour ne pas augmenter le prix du ticket. Mais il y a certains maires qui assument d'augmenter les tarifs. Et c'est votre cas, Jean-Pierre Barrot. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire de Chennevières-sur-Marne. C'est dans le Val-de-Marne. Pourquoi avoir augmenté les tarifs ? On imagine que vous n'aviez pas d'autre choix ? Oui, je reprends ce qui a été dit par Madame la vice-présidente de la FCPE. Les collectivités ont subi au fil des années une érosion de leurs moyens. Si je prends l'exemple de ma commune, sur 2,7 millions de dotation, il ne nous reste plus que 600 000 euros. Dans le même temps, à Chennevières, nous avons décidé, pour contrer le réchauffement climatique, de reconstruire une nouvelle école, de restaurer une autre, notamment sur le plan thermique. Et au total, on a consacré pour les écoles 45 millions d'euros. On va consacrer sur les deux mandats 45 millions d'euros. Ça veut dire 1 année et demie du budget de la ville. Donc c'est un effort considérable. Dans le même temps, si vous voulez, notre tarif n'avait pas évolué depuis 2017. Et on a mis en place une nouvelle méthode de tarification qui procède du taux d'effort, c'est-à-dire entre un plancher et un plafond. Et certains parents voient leur facture diminuer. Donc c'est plutôt... et ça permet d'adapter le tarif aux revenus sur l'année N-, sur l'année N-1 avec même des possibilités de correction. Et pour les tarifs les plus bas, nous avons modifié notre politique de soutien dans le cadre du CCAS pour l'ouvrir davantage aux familles. Donc, on a bien conscience que c'est un effort qu'on demande, mais cet effort a une contrepartie. C'est d'une part le maintien d'une politique très ambitieuse d'investissement, parce que je crois qu'on ne peut pas passer son temps à vouloir lutter contre le réchauffement climatique et puis avoir des écoles qui sont des passoires thermiques. Et pour le moment, quand on dit qu'il faudrait un soutien financier aux collectivités, c'est tout l'inverse qui se produit. Non seulement il n'y a pas de soutien, mais il y a une diminution des moyens qui sont accordés aux collectivités. Et en quelque sorte, les collectivités devraient être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que concernant le quotient familial, les allocations familiales, un certain nombre de familles, pas les moins favorisées, mais se sont trouvées écartées de ces prestations. Et c'est en quelque sorte la collectivité qui devrait elle, faire la politique sociale et familiale que le gouvernement ne fait pas. C'est pas possible. D'autant que les collectivités, comme les entreprises, ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Il y a beaucoup de choses, Jean-Pierre Barrot, dans ce que vous nous dites. On va y revenir d'abord. D'abord sur l'augmentation, parce que du coup, je vais laisser vous répondre
Najat Belhacem. Bon, l'augmentation, vous entendez ce maire, elle a été nécessaire et en même temps, il a dû investir, notamment toujours sur cette question de l'école, mais dans d'autres domaines. Vous comprenez ça ? Oui, c'est ce que je disais au début. On le sait très bien. Nous, aujourd'hui, les collectivités supportent beaucoup de budget de l'école. C'est-à-dire qu'il y a le temps périscolaire, il y a le bâti scolaire. Le bâti scolaire, comme disait monsieur, c'est un sujet à lui tout seul. On l'a vu pendant la crise sanitaire et aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement massif dans le bâtiment scolaire. En fait, on a demandé, nous, au ministère, de vraiment prévoir un plan sur le bâti scolaire. Parce que ça aussi, non seulement il y a la question thermique, mais pas que ça. Il y a la question sanitaire aussi. La crise est passée par là. On devrait en tirer des conséquences. Or, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les conséquences ne sont pas tirées de cette crise. Elles ne sont pas non plus sur la question de l'inflation. Et aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités, en effet, là-dessus. Si vous me posez la question à moi, en tant que parent, et je vous le dis, l'école, normalement, l'école républicaine est gratuite. Aujourd'hui, l'école républicaine n'est pas gratuite. Donc, ça pose souci quand même. Ouais, vous êtes d'accord avec ça, on imagine, Jean-Pierre Barneau? Oui, je suis d'accord et bien entendu, nous avons souhaité, si vous voulez, ne pas réduire les prestations. À côté des prestations restauration, il y a beaucoup de sorties, y compris pour les jeunes de milieux défavorisés, toute une série de prestations offertes à la jeunesse. Notre politique, y compris pour la qualité de la restauration, a été de ne pas réduire et de continuer. Je veux dire que 45 millions d'efforts sur 2 mandatures pour le bâti scolaire, c'est considérable. Parce qu'on a, dans le Chenevière, n'avait que des écoles en mauvais état, en particulier deux de ces écoles. Donc, on a voulu continuer cet effort. Alors, est-ce que la concertation qu'on va entreprendre au fil de l'année avec les parents nous conduira à réduire certains déplacements? Je ne sais pas, mais pour le moment, on est resté dans nos objectifs de départ. Ça a été notre choix. Il y a d'autres efforts encore qui pourraient être demandés aux parents? Non, pas d'autres efforts financiers, parce que je crois qu'il y a une limite, mais même si les tarifs sociaux sont à 2 €, hein, avec une possibilité aussi d'intervention du CCAS. Donc, on n'est pas, pour les tarifs les plus sociaux, dans une situation non plus extraordinaire par rapport à beaucoup d'autres communes. Les efforts qui pourraient être faits, j'entends qu'on réduit les composantes. Nous, on est à 5 composantes. On pourrait peut-être passer à 4 en fonction d'une analyse du gaspillage alimentaire. Parce que là, j'entendais qu'on passait de 4 à 3. Alors, moi, de 4 à 3, je n'y suis pas favorable parce qu'effectivement, votre reportage montre des enfants qui n'ont pas l'air vraiment, qui se reprochent en quelque sorte la prestation. Donc ça, je ne le souhaite pas. On peut imaginer qu'un certain nombre de sorties, en fonction, parce que aujourd'hui, les commandes de cars, les tarifs sont au jour le jour en fonction de l'évolution du prix de l'essence ou du prix du fioul, du gasoil. Merci. Donc tout cela. Oui, on se rend bien compte, évidemment, que le sujet est très complexe et que vous faites au mieux et que c'est évidemment compliqué. Merci Jean-Pierre Barneau d'avoir été avec nous, maire de Chenevière-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. La conclusion, rapidement, de ce débat, Jean-Baptiste. Oui, juste un mot sur une variable d'ajustement qui pourrait être le passage au repas végétarien. On a vu le maire de Grenoble tenter sa chance pour des raisons écologiques, idéologiques, diraient peut-être certains. Ça a été un bide complet. C'est-à-dire que plus de 90% des parents ont dit non au repas végétarien tous les jours à Grenoble. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été... Vous restez encore avec nous, évidemment, parce qu'on va...